Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler un peu de l'actualité récente et notamment on va parler de trous noirs supermassifs, de pulsars, d'ondes gravitationnelles, de grands radiotélescopes à la surface de la Terre, parce que vous allez voir, c'est un résultat mondial qui implique plusieurs groupes internationaux. Alors, peut-être tout Oui, très bien, d'abord, oui. Je ne un s'y mot attendais pour... pas parce que non, non, non. il faudrait couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci. Euh, donc tout d'abord, hein, je parle au nom d'un petit groupe qui s'appelle le groupe PTA France pour Pulsar Timing Array, un groupe de gens qui travaillent pour une moitié proche des instruments de radioastronomie du site de l'Observatoire de Nancy, en Sologne, et où on est pour la plupart basé dans un laboratoire, le LPC2E à Orléans. Et puis un groupe qui vient plutôt de l'APC, avec Antoine Petitot en particulier, qui a bougé maintenant au CEA, qui sont plutôt des spécialistes de l'analyse des signaux gravitationnels. Beaucoup, ils viennent essentiellement de la sphère LISA, hein, LISA qui est un instrument qui sera envoyé dans l'espace d'ici une dizaine d'années, et des gens qui ont développé donc des techniques d'analyse statistique sophistiquées qui sont très utiles pour notre sujet d'aujourd'hui. Alors, pour placer les choses dans leur contexte, effectivement, il y a une dizaine de jours, dans la nuit du 29 juin, du 28 au 29 juin 2023, on a publié, c'est l'ensemble des consortia mondiaux qui travaillent sur ce sujet-là, une série de 18 publications et qui mettent en avant les premières preuves robustes de l'existence d'ondes gravitationnelles à très basse fréquence. On parle encore de preuves robustes et pas complètement de détection, parce que vous verrez, on n'a pas atteint le fameux taux de 5 sigma qui permet vraiment d'affirmer une détection, mais vraiment on était très très proche de ça, notamment parce qu'on a des résultats cohérents avec des mesures totalement indépendantes. Alors ça concerne quoi ce résultat? Je vous ai remis en bas là, à gauche le spectre d'ondes gravitationnelles, la figure qui a été publiée au moment du prix Nobel pour la détection, hein. Je vous rappelle que la première détection directe d'ondes gravitationnelles, elle date de 2015. Elle date de 2015 et elle a été obtenue grâce aux grands interféromètres laser au sol, que sont LIGO, Virgo, CaGRA, aux États-Unis, au Japon, en Italie, et où on a vu pour la première fois la fusion de deux trous noirs, des trous noirs qu'on dit petits, hein, qui sont des trous noirs de quelques fois, à quelques dizaines de fois la masse du Soleil. Donc ça, c'était les premiers événements, c'était 2015. Pour ce qui nous concerne, on parle de complètement l'autre bord du spectre, hein. Là, on est dans des fréquences de l'ordre de la centaine de Hertz. Le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt du nanohertz, milliardième de hertz, jusqu'au millionième de hertz, jusqu'au microhertz. Un domaine où on attend en particulier la signature des trous noirs supermassifs qu'on sait a priori exister au cœur des galaxies massives et qui produisent éventuellement un bruit de fond mesurable. Dans ce domaine-là, il y a essentiellement les réseaux de pulsars qui permettent de détecter ce type de rayonnement gravitationnel. Alors, je parle des trous noirs, mais il n'y a pas que ça. Dans ce domaine du nanohertz, il y a aussi un certain nombre de prédictions des modèles de l'univers primordial autour des cordes cosmiques, de reliques de l'inflation, de chocs de bulles dans l'univers primordial au moment de la chromodynamique quantique. Et puis, ça peut être aussi interprété comme un signal provenant de particules de matière noire ultra légères. Alors ça, on ne parle plus d'ondes gravitationnelles, mais c'est une façon aussi, on peut passer des contraintes sur des modèles des types de modèles de matière noire. Voilà, donc ça, c'est le domaine du nanohertz. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et dans la méthodologie pour observer dans ce domaine. Alors, c'est un résultat international, je vous le disais. Vous avez ici une cartographie des différents groupes mondiaux. Le groupe européen, il s'est fondé en 2006 de la réunion d'équipes qui travaillaient sur l'observation des pulsars. Je vais revenir sur ce qu'est un pulsar juste après. D'équipes réparties en Europe, autour du télescope d'Effelsberg à côté de Bonn en Allemagne, de Jodrell Bank à côté de Manchester au Royaume-Uni,
Westerbork dans le nord de la Hollande, notre radiotélescope national à l'Observatoire de Nancy, qui dépend de l'Observatoire de Paris, et puis le télescope de Sardaigne qui a été construit il y a une petite dizaine d'années maintenant, qui a rejoint cet ensemble-là. À côté de ça, il y a un groupe américain qui s'est formé à peu près à la même époque, d'utilisateurs essentiellement du télescope de Green Bank, un télescope de 100 mètres, et d'Arecibo, qui, vous le savez peut-être, est maintenant hors service. Hein. Le foyer est tombé sur le miroir et était cassé il y a un peu plus de 2 ans. Mais ils utilisent aussi le Very Large Array, et puis ils commencent à utiliser le télescope canadien CHIME pour faire leurs observations. Côté australien, il y a un unique télescope, qui est le télescope de Parkes, qui est une antenne de 64 mètres. Nous ont rejoint récemment les Indiens avec le Giant Meteor Wave Radio Telescope, le GMRT, qui a été rénové il y a quelques années et qui maintenant permet aussi de faire de la chronométrie des pulsars. Et puis, ils sont à la porte, prêts à rentrer, une équipe chinoise autour du grand radiotélescope FAST, qui fait 500 mètres de diamètre, et puis une équipe internationale autour d'une équipe sud-africaine pour l'exploitation du radiotélescope MIRCAT, qui est un des précurseurs du futur grand radiotélescope mondial qui s'appelle SCAR, pour Square Kilometer. Donc tous ces gens ont travaillé jusqu'à présent indépendamment, travaillent aussi en collaboration avec des échanges réguliers. Il y a une conférence annuelle qui regroupe tout le monde depuis un peu plus de 10 ans. Il y a eu beaucoup d'échanges d'étudiants, de postdoc et d'échanges de méthodes. Et donc on a tous travaillé en parallèle avec l'idée d'avoir des résultats qui s'étayent les uns les autres avant de passer à une étape où on va tout mettre en commun pour augmenter la sensibilité. Donc on est vraiment dans cette transition-là aujourd'hui, avec des résultats cohérents sur l'ensemble des collaborations. Et le résultat cohérent, c'est un signal quadrupolaire, donc c'est on a une signature spatiale particulière de signal, qui est observée à basse fréquence dans le spectre d'ondes gravitationnelles, et qui est observée dans tous les pulsars qu'on utilise comme détecteurs. Alors, je vais maintenant parler un peu de ce que c'est qu'un pulsar. Donc un pulsar, c'est le résultat de l'explosion d'une étoile massive, typiquement un peu plus de 9 à 10 fois la masse du Soleil, qui va exploser, donner une supernova. Donc on voit un exemple ici avec la supernova du Crabe. Et au cœur de ce reste d'explosion, on a une étoile à neutrons. Donc le cœur de l'étoile s'est effondré sur lui-même, s'est stabilisé sous la forme d'une étoile extrêmement dense, pratiquement la densité d'un noyau atomique, qui fait entre 1 à 2 fois la masse du Soleil, confiné dans un diamètre de 20-30 km. Donc c'est un objet un peu extrême hein, au niveau de la compacité, et qui se trouve tourner extrêmement vite. Et en plus de sa rotation, cet objet-là, il a conservé un champ magnétique qui s'est amplifié avec la contraction. Et ce champ magnétique arrache des particules et accélère des particules dans la magnétosphère du pulsar et produit du rayonnement dans un peu toutes les longueurs d'onde, en particulier à haute énergie, en rayonnement gamma et en rayon X, qu'on voit plutôt ici dans la haute magnétosphère, à haute altitude dans la magnétosphère du pulsar. Mais il y a aussi un rayonnement très collimaté, principalement radio, mais aussi en rayon X qui provient vraiment de la surface, qui est issu des pôles du champ magnétique. Et donc, on voit bien ici que si le champ magnétique n'est pas aligné avec l'axe de rotation, eh bien ce qu'on voit, c'est un faisceau qui balaie l'espace et qui va percuter notre télescope à chaque tour de l'étoile. Et c'est là-dessus qu'est basée la mesure, c'est-à-dire c'est sur ce chronométrage, cette chronométrie très précise des temps d'arrivée, des pulsations, qu'on va baser le mode de détection qu'on utilise aujourd'hui. Donc on est capable de dater très précisément l'arrivée de chaque pulsation au niveau du télescope. Alors ça se fait avec un grand radiotélescope. On a la chance d'en avoir un en France, le télescope de Nancy, qui est l'équivalent d'une parabole qui ferait 94 mètres de diamètre. Donc il est de la génération des télescopes de 100 mètres qui ont été construits dans les années 60. Mais il a été rénové régulièrement depuis, et en particulier toute la partie instrumentale qui est au cœur du télescope a subi plusieurs rénovations importantes. Ce qui est important, c'est que pour ce radiotélescope, on a construit, et là j'ai mis la photo de notre collègue Ismaël Cognard, qui est le développeur à long terme de toute une série d'instrumentations sophistiquées pour chronométrer précisément
les arrivées des pulsations des pulsars. Et vous en avez une image, alors c'est pas la dernière génération, mais c'est pour vous montrer que en fait, c'est un calculateur qui va être composite, qui a des CPU, donc des processeurs d'ordinateur. Il y a ce qu'on appelle des FPGA, qui sont des petites puces ultra rapides qui permettent de découper la bande très rapidement en canaux de fréquence. Et puis, il y a surtout des cartes graphiques qu'on voit ici, hein, un jeu de 2 cartes graphiques ici, qui sont des calculs parallèles très efficaces et qui nous permettent en temps réel d'observer ce signal très rapide, puisque les pulsars, certains tournent à la milliseconde, hein, ils font un tour en quelques millisecondes, donc c'est plus de 700 tours par seconde pour certains. Et il faut être capable de suivre en temps réel et d'empiler les signaux en temps réel. Et ça, on a besoin d'une instrumentation comme ça. Aujourd'hui, et depuis pratiquement 20 ans, on observe plus d'une centaine de pulsars millisecondes avec le radiotélescope de Nancy, et on obtient des précisions de datation qui sont meilleures d'une microseconde et demie pour 50% d'entre eux. Et on va descendre même en dessous de 100 nanosecondes de précision, hein, 100 milliardièmes de seconde, pour quelques pulsars qui sont très stables. Et vous en avez un exemple en bas ici, le pulsar 1909-3744, qui est un peu le champion en toute catégorie pour ces objets. Et on voit que sur une période, alors là c'est un extrait sur une période de 13 ans, eh bien on est capable de suivre la rotation avec une précision qui ne s'écarte pas de 95 nanosecondes sur l'ensemble de ces 13 années. Et on est capable de compter chaque tour de ce pulsar sur une période longue comme ça. Et c'est ça qui va faire la qualité des mesures qu'on va utiliser. Alors, cette idée-là, et c'est pour vous montrer que la recherche fondamentale et les grandes découvertes ne se font que sur les longs termes et non pas sur des courts projets de quelques années, comme on veut souvent nous faire croire. Cette idée-là, elle date de la fin des années 70, avec un astronome qui s'appelle Michael Sazin, qui le premier s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir un effet d'ondes gravitationnelles ultra longues, comme il les qualifie, sur la propagation de pulsations électromagnétiques. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des perspectives, à l'époque, on est en 78, pour détecter une radiation gravitationnelle émanant de ce qu'il appelle des superstars, donc aujourd'hui on dirait des trous noirs supermassifs, de masse 10 puissance 10 masses solaires, c'est-à-dire de la dizaine de milliards de masses solaires. Donc c'est vraiment le point de départ. Quelques mois après, un autre astronome, Steven Detweiler de l'université de Yale, Sazin était russe de l'université de Moscou, va donner des premières estimations en utilisant les pulsars. Et il va nous dire qu'avec la précision qu'on a sur les mesures de temps d'arrivée des pulsations des pulsars, pour chercher des ondes gravitationnelles, eh bien, on va pouvoir détecter des ondes gravitationnelles de périodes de 1 à 10 ans, et avec une amplitude de l'ordre de 10 puissance moins 11, puisque une onde gravitationnelle, ça se mesure en relatif, c'est-à-dire c'est la variation de distance qu'on va mesurer sur un étalon de distance donné. Donc là, on est au 100 milliardième près pour pouvoir faire ce genre de mesure. La notion de pulsar timing array, de réseau de pulsars comme détecteur, ça a été formulé vraiment de manière complète par deux collègues américains, Ellings et Downs, dont on va revoir le nom plusieurs fois, qui ont les premiers vraiment expliqué, détaillé la méthodologie, mais mis en place la méthodologie, un ensemble de pulsars sur la sphère céleste qui permettent de faire des mesures donc sur des ondes gravitationnelles basse fréquence. Hein, on parle d'un domaine entre 4 nanohertz et une fraction de microhertz ici. Et ils vont aussi être les premiers à parler de la signature spatiale caractéristique que devrait avoir ce signal, c'est-à-dire une signature quadrupolaire, et qui nous permet de vraiment distinguer ce bruit de fond qui serait dû aux ondes gravitationnelles de tout autre signal, qui soit instrumental ou astrophysique, qui se superposerait au signal. Donc cette signature spatiale quadrupolaire, on la doit, cette idée, on la doit à Ellings et Downs,
au tout début des années 80, et à l'époque, on connaissait à peine, c'est à l'époque qu'on a découvert les pulsars millisecondes, les pulsars les plus rapides et les plus stables, qui vont vraiment nous servir par la suite. Voilà, donc une idée qui est pas neuve, mais qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place parce qu'il a fallu développer cette instrumentation efficace pour avoir une chronométrie à quelques dizaines de nanosecondes, quelques dizaines de milliardièmes de secondes près, pour pouvoir faire la mesure. Alors, le principe de détection, il est illustré sur cette vidéo, hein, qui vient du site du Square Kilometer Array, hein, pour la prospective de l'instrument, et où on voit la Terre équipée de radiotélescopes qui observe des pulsars dont on mesure l'arrivée des pulsations régulières, et on voit que si l'espace-temps est perturbé par une onde, qu'on appelle une onde gravitationnelle. Une onde gravitationnelle, c'est une déformation de l'espace-temps qui se propage à la vitesse de la lumière et qui affecte les temps et les distances à un endroit donné. Donc notre détecteur, basé sur les pulsars, eh bien, il va nous permettre de mesurer des variations de distance entre la Terre et le pulsar, mais sur du coup plusieurs milliers d'années-lumière. D'où la notion de basse fréquence, hein, de grande longueur d'onde, parce que c'est un détecteur qui a la taille de la Voie lactée. Alors, on résume ici le principe de détection. Donc, on a un émetteur d'ondes gravitationnelles. Ici, on a représenté un couple de trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, qui sont suffisamment proches pour émettre de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Et notre détecteur, il est constitué de la Terre avec ses radiotélescopes qui permettent les mesures et d'un ensemble de pulsars dont on reçoit des pulsations successives, hein, des séries de pulsations. La Terre et le pulsar sont considérés dans ce système-là comme des masses libres qui vont réagir à des déformations, des changements de la métrique dans l'espace-temps. Et donc le passage de l'onde gravitationnelle au niveau du pulsar, au niveau de la Terre, perturbe cette métrique et va produire des fluctuations dans la série régulière de temps d'arrivée de notre pulsar. Alors, si on parle un peu chiffres maintenant, pour essayer de voir la sensibilité qu'on peut avoir avec un tel détecteur galactique, si on a des incertitudes de datation de l'ordre de la centaine de nanosecondes, ce que j'annonçais tout à l'heure, et des durées d'observation sur plusieurs décennies, et là on a accumulé des observations sur plus de 25 ans, eh bien, notre réseau de pulsars, PTA, va être sensible à des amplitudes qui sont de l'ordre de l'EDT, la 100 nanosecondes, divisé par la période d'observation. Ça, c'est lié au fait qu'on mesure des temps et non pas des fréquences directement. Donc, on a notre sensibilité en DT sur T, et on va être sensible à des fréquences qui sont de l'ordre de l'inverse du temps d'observation, 1 sur T. Si on met ça en chiffres, ça nous donne une sensibilité, si on disait 100 nanosecondes, donc 100 10 puissance moins 9 secondes, divisé par 25 ans. Une année, c'est 3 10 puissance 7 secondes, 30 millions de secondes. Eh bien, ça nous donne une sensibilité qui est de l'ordre de 1,3 10-16 sur l'amplitude des ondes gravitationnelles. Et notre mode d'observation, qui s'étale sur 25 ans avec une cadence de la semaine, voire un peu en dessous de la semaine, ça va nous donner accès à des fréquences qui sont de l'ordre de l'inverse de 25 ans, donc de l'ordre du nanohertz, 10 puissance moins 9 Hz, et jusqu'à la cadence la plus rapide qui nous donne le microhertz. Donc on a vraiment cette fenêtre gravitationnelle entre le nanohertz et le microhertz, et une sensibilité qui avoisine les 10 puissance moins 16. Et on va voir qu'avec 10 puissance moins 16, on commence à être sensible à des populations d'objets, en tout cas selon les modèles qui prédisent leur existence. Alors, à quoi va ressembler notre mesure? Je vous ai représenté ici, donc on retrouve le spectre gravitationnel que j'avais donné au début, la fréquence et puis l'amplitude gravitationnelle. On est dans cette partie du spectre. Et vous vous rappelez, on avait cette courbe de sensibilité des réseaux de pulsars qui étaient représentés par une courbe oblique comme ça. Cette courbe de sensibilité, on la retrouve ici. Et elle a cette forme-là parce qu'on est en dt sur t. Donc quand t augmente, le temps d'observation augmente. Ça, c'est la précision de mesure instantanée. Quand t augmente, eh bien, on va non seulement vers les basses fréquences, mais on va être de plus en plus sensible à mesure qu'on va vers les basses fréquences. Donc ça, c'est notre limite de sensibilité. Si maintenant, on a une population de sources qui émet dans les basses fréquences avec une distribution spectrale, une distribution d'énergie qui est représentée par exemple par la courbe bleue ou par la courbe rouge ici,
eh bien, ce signal-là, s'il a une pente voilà, de cette forme-là, eh bien, à un moment donné, dans la partie basse fréquence, on devrait le voir sortir au-dessus de notre courbe de sensibilité, et donc, on devrait être capable de le mesurer. Voilà, donc ce qu'on attend, c'est un signal qui va être non détecté aux hautes fréquences, où on aura seulement une limite supérieure, mais quand le signal va dépasser notre seuil, eh bien, on va mesurer ce qu'on appelle une espèce de bruit corrélé, un bruit rouge aux basses fréquences. Et donc là, ils sont présentés deux modèles simples de distribution de population de trous noirs supermassifs, où dans le cas bleu ici, on a supposé que les trous noirs étaient en orbite circulaire uniquement l'un autour de l'autre, qu'ils émettaient uniquement qu'ils perdaient l'énergie uniquement par onde gravitationnelle. C'est un modèle un peu simple. Quand on le complexifie un peu, on s'aperçoit bien que cette courbe se courbe de cette façon-là, notamment en basse fréquence, et qu'on peut espérer éventuellement distinguer entre différents modèles de population si on est capable de séparer ces deux courbes. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, pour la mise en œuvre de ça, côté européen, on a choisi, même si on observe plus d'une centaine de pulsars millisecondes au radiotélescope de Nancy, et puis c'est à peu près pareil sur la plupart des télescopes européens, je crois qu'on est le plus gros fournisseur de loin en Europe, hein, on fournit 70% des données européennes. On a choisi de prendre les 25 meilleurs, les 25 plus stables, notamment parce que nous, on a tout le travail à faire qui consiste à combiner nos 5 radiotélescopes pour chaque pulsar, et ça prend beaucoup de temps. Donc on a choisi nos 25 pulsars les plus stables, ils sont représentés ici sur la sphère céleste, vous voyez qu'ils couvrent à peu près l'ensemble de la sphère céleste, mais il y a aussi des zones où on n'en a pas beaucoup, et notamment dans l'hémisphère sud, évidemment, puisque Nancy va pointer jusqu'au ras de l'horizon, mais ça ne descend pas en dessous de moins 39 degrés de déclinaison. On combine les données des 5 radiotélescopes. Qu'est-ce que vous voyez représenté sur la droite ici? On a un petit panneau pour chaque pulsar. Ce qu'on voit en abscisse ici, sur l'axe horizontal, c'est une date en jour julien. Alors ça, on compte les jours un par un. Hein. On compte le jour 50 000 et le jour 60 000 ici. Il y a 10 000 jours qui représentent en gros 27 ans de données. Et pour chaque pulsar, eh bien, on a un ensemble de mesures où on a représenté par des couleurs différentes les différents télescopes qui ont servi ou les différentes instrumentations derrière à la sortie des télescopes. Et donc, on va combiner cet ensemble de données sur ces longues périodes pour produire une série de temps d'arrivée qui est représentée ici. Donc, on a ici le temps. Là, du coup, maintenant, c'est en année, l'année 2000, 2010, 2020. Pour le pulsar 1857 plus 0943, c'est son petit nom qui correspond à ses coordonnées. Et ici, on a ce qu'on appelle un résidu de temps d'arrivée, c'est-à-dire qu'on mesure le temps d'arrivée, on enlève un modèle qui explique la rotation, et on cherche ce qui reste qu'on n'a pas modélisé. Et ce qu'on voit ici, c'est que, eh bien, sur une période de 25 ans, avec ce pulsar-là en tout cas, on ne s'écarte pas de plus de 1 microseconde, en gros, du zéro. Et c'est dans cette microseconde qui reste qu'on va fouiller pour chercher un signal d'onde gravitationnelle. Alors la première étape, ça va être vraiment de caractériser le pulsar lui-même. Hein, à partir de cet ensemble de temps d'arrivée, ce qui se passe, c'est que la Terre est en mouvement autour du Soleil, le pulsar est souvent en mouvement autour d'un compagnon, hein, c'est souvent des objets doubles. Il y a le signal à traverser toute une partie de la Voie lactée entre le pulsar et nous, à traverser un milieu chargé en électrons qui va retarder certaines longueurs d'onde et pas d'autres, donc le signal va être, on dit, dispersé ou un peu brouillé. Et tout ça, ça va se modéliser pour ce qu'on appelle un timing model, ou un modèle de chronométrie, ou modèle de rotation, dont on a un exemple ici. C'est un ensemble de chiffres, hein, c'est peut-être un peu lourd à regarder, mais on va en détailler quelques-uns. Ici, on a la position dans le ciel, ascension droite et déclinaison, donc c'est vraiment les deux angles qui décrivent la position du pulsar, qu'on peut obtenir précisément par ce timing, par cette chronométrie. On a sur cette troisième ligne la fréquence de rotation, donc c'est l'inverse de la période de rotation. Ça correspond à un pulsar qui tourne en gros en 5 millisecondes, 5,3 millisecondes. Et vous voyez qu'on est capable d'avoir 16 chiffres significatifs ici. Donc on est extrêmement précis sur le suivi de la période de rotation du pulsar.
On va pouvoir mesurer aussi des variations, DM c'est mesure de dispersion, des variations de la dispersion du signal le long de la de visée. On va pouvoir mesurer précisément la période orbitale du pulsar quand il est dans un système binaire avec un autre objet. Et on voit aussi, là, si on joue 12, et un certain nombre de décimales sur la période de rotation. Donc, c'est deux objets qui tournent en 12 jours l'un autour de l'autre, c'est relativement proche, et ainsi de suite. Donc, on a un modèle très précis pour caractériser vraiment la rotation de notre pulsar et puis tous les effets, on dit l'effet Doppler, les effets de mouvement relatif entre l'observateur et le pulsar. Ensuite, on va rentrer dans le dur, la difficulté qui va être ce qu'on appelle tous les avant-plans, tout ce qui va se mélanger au signal qu'on cherche, notre signal gravitationnel, et qui va soit le singer, être un signal qui va ressembler, soit le brouiller. Et là, on a un empilement de bruits, donc, sur lequel je vais passer très vite, mais quand même, on va juste en détailler quelques-uns. On va distinguer des bruits qu'on appelle un bruit blanc, un bruit qui n'est pas corrélé temporellement, c'est-à-dire qu'on va le voir à un instant donné, et c'est en gros ce qu'on appelle un écart-type en statistique. C'est une variation, et on va avoir plusieurs termes de variations instantanées qui vont vraiment dépendre du télescope qu'on utilise et qui vont dépendre du pulsar, parce que le pulsar lui-même, par son faisceau de radiation, le faisceau va éventuellement varier légèrement au cours de l'observation et imprimer ce qu'on appelle un jitter, une espèce de tremblement de la mesure qu'il faut prendre en compte et qu'il faut modéliser. Donc on a ce qu'on appelle un bruit blanc, voilà, qu'on modélise avec une somme de termes quadratiques comme ça. Et ensuite, on a un ensemble de bruits dits rouges qui sont des bruits corrélés temporellement sur des longues périodes. Donc on a des variations de la rotation du pulsar lui-même, soit parce qu'il y a des restructurations internes dans l'étoile à neutrons qui font qu'on a des petits hoquets, qu'on appelle des glitches, qui peuvent modifier légèrement la rotation au cours du temps, ou bien peut-être simplement des débris qui restent de l'explosion des supernovas qui ont donné naissance au pulsar et qui vont perturber légèrement sa rotation, ou bien simplement le fait que l'efficacité de l'émission de rayons gamma, de rayonnement radio, varie au cours du temps, et donc ça a une incidence sur la perte d'énergie et donc sur la rotation de l'objet lui-même. Donc un bruit de rotation intrinsèque, un bruit qui va être lié à la dispersion du signal le long de la ligne de visée. Le signal radio traverse des bulles de matière, des bulles de plasma, des bulles de matière ionisée, et comme le pulsar et la Terre bougent sans arrêt, eh bien, cette dispersion va évoluer dans le temps, va varier. Et donc, ça va ainsi imprimer, au cours du temps, des variations à long terme sur plusieurs années. Enfin, on a tout ce qui est lié à ce qu'on utilise comme référence pour faire nos mesures. Quand on fait une datation, on a une horloge à côté. Alors évidemment, c'est pas juste la montre qu'on a, c'est souvent un maser à hydrogène, souvent ou bien un temps GPS qu'on relie au temps atomique international, et ainsi de suite. Ça aussi, il peut y avoir des variations long terme de nos horloges de référence. Il faut le modéliser. Il faut modéliser aussi la position de la Terre par rapport au barycentre du système solaire, qui est le repère inertiel dans lequel on va se rapporter. Et donc, ces éphémérides planétaires qu'on arrive à peaufiner grâce à toutes les missions spatiales autour de toutes les planètes du système solaire, eh bien, il y a aussi des incertitudes sur la position du barycentre. Et tout ça, ça peut induire un bruit à long terme s'il y a des petites variations. Donc, on modélise tout ça pour ensuite le supprimer du signal et essayer d'en extraire uniquement la partie gravitationnelle. Donc là, vous avez un exemple de réalisation d'études statistiques. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un corner plot, un diagramme en angle. C'est une étude statistique où on a considéré pour ce pulsar-là, qui s'appelle 1600-3053, essentiellement deux composantes de bruit, parce que c'est les deux principales vraiment largement, un bruit de dispersion à travers le milieu interstellaire, et un bruit de rotation du pulsar lui-même. Ces deux bruits, ils sont caractérisés, modélisés par ce qu'on appelle une loi de puissance, donc on les caractérise avec une amplitude A, et puis un indice spectral ou une pente qu'on appelle gamma. Donc deux paramètres pour caractériser ce bruit à chaque fois. Et donc c'est ce qui est représenté ici. On a à chaque fois les deux paramètres, A et gamma, pour le bruit de dispersion et le bruit de rotation. Et ce qu'on voit ici, c'est que bien on voit les corrélations entre ces bruits, bref, c'est que ces différents paramètres sont relativement bien déterminés ici. On a des valeurs qui pointent, qui piquent à chaque fois, sur une certaine distribution de probabilité qui nous permettent de les mesurer précisément et de les caractériser. Ces bruits-là, on va les soustraire à nos temps d'arrivée observée. Donc ça, c'est la succession dans le temps
de toutes les mesures qu'on a faites depuis 2007 sur ce pulsar-là, par exemple, on voit qu'on a une légère dérive, hein, une espèce de courbe en S ici, qui est de l'ordre de 5 microsecondes, et que quand on enlève ces fameux bruits modélisés, eh bien, on retrouve quelque chose de relativement plat, dans lequel on va maintenant fouiller pour chercher des ondes gravitationnelles. Et voilà le cœur de notre analyse. Le cœur de notre analyse, c'est dans nos temps d'arrivée, qui sont composés, on l'a vu, de ce qu'on appelle le modèle de rotation, hein, tous ces paramètres qui incluent la rotation, la dispersion, le mouvement orbital, le mouvement relatif par rapport au pulsar, tous nos bruits statistiques, le bruit blanc, white noise, les bruits rouges ici, bruit de rotation, bruit de dispersion, bruit d'horloge, et un autre bruit qui est celui qu'on cherche, le bruit d'onde gravitationnelle. Tous ces bruits, on va les retrancher à nos données d'observation, et on va analyser ce qu'on appelle la matrice de covariance du signal, qui est un espèce de tableau où on a l'ensemble de nos pulsars. Alors, chaque pulsar, ça va être un vecteur, avec à chaque fois un point de mesure sur chaque ligne, un deuxième pulsar, etc. Et on va regarder les corrélations dans cette matrice. Notamment, tout ce qui est bruit blanc, qui va concerner une mesure à un instant donné pour un pulsar donné, ça va être aligné sur la diagonale de cette matrice. Tout ce qui est bruit rouge mais intrinsèque au pulsar, donc des bruits corrélés dans le temps, pour notre pulsar, ça va représenter des blocs. Et on parle de matrice bloc diagonale en anglais, qui sont représentés ici. Alors que le signal gravitationnel, lui, il est réparti partout. Il est en particulier ce qu'on appelle les termes croisés, les cross terms, qui sont à l'extérieur de cette diagonale. De l'analyse de cette matrice, on va tirer deux informations essentielles. Une qui est une information spatiale. Je vous ai parlé de signature quadrupolaire au début. En gros, on la retrouve dans la corrélation du signal qui est représentée ici. Hein, on parle de courbe d'Ellings-Hendon, le nom des découvreurs, la formulation de cette courbe. La corrélation en fonction de la séparation angulaire sur le ciel de nos pulsars qui nous servent de détecteurs. Dans un modèle de distribution isotrope de source, dans le cadre de la relativité générale pour décrire la gravitation, on attend une signature qui est très particulière, qui a cette forme. L'autre aspect, c'est l'aspect spectral, donc l'aspect distribution d'énergie, dont on a déjà vu quelques exemples auparavant. Donc la fréquence ici, l'amplitude ici, et donc on veut mesurer, on veut essayer de détecter une sorte de bruit de fond qui aurait une certaine forme comme ici. Et voilà maintenant la mesure. Donc on retrouve sur ce diagramme supérieur, ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, la ligne de sensibilité, le seuil de sensibilité de notre détecteur, et ce qu'on veut chercher à mesurer, qui est un bruit qui apparaît à basse fréquence. C'est ce qu'on voit ici. Alors, en Y, en ordonnée, ici, on n'a pas directement l'amplitude de l'onde, mais on a le délai temporel qui correspond à l'amplitude de l'onde gravitationnelle. Ici, toujours la fréquence. Et vous voyez que quand on est à haute fréquence, comme ici, on a essentiellement un bruit blanc. Quand on va dépasser un certain seuil, qui correspond à peu près à un niveau ici, on va voir se détacher un signal qui est la signature d'un signal basse fréquence, qui correspond à mes points dans mon modèle un peu idéalisé du dessus. Donc ce qu'on mesure, c'est un signal spectral à basse fréquence, et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai mis avec des couleurs différentes les résultats des 3 collaborations totalement indépendantes, avec des jeux de données totalement indépendants sur des télescopes totalement indépendants. Et vous voyez qu'on est tous d'accord. Quand on modélise ce spectre de nouveau avec une loi de puissance, c'est-à-dire qu'on fait passer en gros une droite dans ce diagramme qui est en logarithme ici, eh bien on obtient les paramètres d'amplitude et d'indice spectral de notre signal, hein, qu'on a modélisé encore une fois avec une loi de puissance qui a cette forme-là, et on voit, pareil, avec 3 couleurs, les 3 collaborations internationales, qui sont toutes les 3 compatibles, sur la même signature, la même amplitude, à peu près la même pente. Alors, à peu près la même pente, il va pouvoir se discuter dans les mois qui viennent, mais on a un résultat cohérent sur la mesure de ce bruit basse fréquence. Avec une mesure comme ça, on n'est pas encore sûr que c'est un signal gravitationnel. Ça pourrait être un signal qui est commun à l'ensemble des pulsars. Pour que ce soit un signal gravitationnel, il faut qu'on ait la signature spatiale. Et c'est ce qu'on apporte avec les résultats, en tout cas du 24 juin dernier, où vous voyez, pour chaque collaboration, l'Europe, l'Australie et les États-Unis, cette signature spatiale, donc la séparation angulaire entre les pulsars et ce fameux coefficient de corrélation, obtenue pour ces 3 groupes indépendants.
Et vous voyez que même, voilà, on parle de détection à 2 sigma, pas beaucoup, 3 sigma pour l'Europe, 4 sigma pour les États-Unis, on n'est pas encore au niveau de 5 sigma. Ces valeurs-là sont liées, en fait, sont calculées comme en fait, des taux de faux alarmes. Pour qu'on atteigne 5 sigma, il faudrait qu'on ait moins d'une chance sur 1 million, que ce soit juste une fluctuation de hasard, une fluctuation statistique. Moins d'une chance sur 1 million, c'est quand même pas beaucoup. 3 sigma, c'est moins d'une chance sur 1000. Et vous voyez que donc on est quand même confiant sur la détection de notre signal, en particulier parce qu'on a 3 mesures qui sont complètement indépendantes. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et une des premières pistes évoquées, c'est les fameux trous noirs binaires supermassifs. Et on sait que, en particulier dans notre univers en expansion, la formation des galaxies, on dit qu'elle est hiérarchique. C'est-à-dire qu'on a formé dans l'univers ancien des petites galaxies qui vont, au gré de l'évolution, fusionner les unes avec les autres pour former des galaxies de plus en plus massives. Au gré de ces fusions, comme les galaxies vont rapidement avoir un trou noir central relativement massif dans leur cœur, comme le centre de la Voie lactée, eh bien, on va avoir fusionné aussi, à un moment donné, former une paire et fusionner les trous noirs, et c'est comme ça qu'on va produire des ondes gravitationnelles. Et donc, quand on regarde, on s'intéresse à la vie des trous noirs, on a d'abord une phase où on a la fusion des galaxies qui leur donne, qui les abritent. Hein. On a 2 galaxies qui vont fusionner. Une fois que la galaxie a fusionné, il va falloir un certain temps pour que les trous noirs se retrouvent au centre du potentiel gravitationnel. Et ça va se produire grâce à ce qu'on appelle la friction dynamique, hein, l'interaction avec le gaz et les étoiles qu'il y a dans cette galaxie. À la suite de quoi, on va former une paire. Cette paire va être relativement distendue encore. Et il va falloir encore qu'elle se rapproche pour produire des ondes gravitationnelles. On parle du problème du dernier parsec à parcourir, hein, pour arriver dans un régime d'émission d'ondes gravitationnelles. Et ça, c'est plutôt les interactions 3 corps avec des étoiles ou avec un troisième trou noir qui vont faire rapprocher les 2 trous noirs au point où ils vont émettre des ondes gravitationnelles. Quand ils arrivent à ce stade, la paire est proche, hein, c'est une fraction de parsec, eh bien, on a un signal qui est quasiment monochromatique. On va avoir une orbite relativement stable qui va se rétrécir au cours du temps, mais très lentement à l'échelle humaine. Et donc, sur nos 25 ans de données, c'est juste une émission à une fréquence donnée ou une série d'harmoniques données. Et donc, c'est dans ce domaine-là qu'on va nous faire nos mesures. Ouais, donc là, j'avais une animation qui montrait le mouvement orbital de nos 2 trous noirs supermassifs au cœur des galaxies. Et donc, on va comparer ça avec ce qu'on attend des mesures. Donc, vous avez là la recette pour fabriquer une population de trous noirs supermassifs. On va d'abord prendre ce qu'on appelle des arbres de fusion. Donc, on prend les grandes simulations cosmologiques, les simulations NCORE, alors il y en a tout un tas aujourd'hui, et on voit des petites galaxies qui vont fusionner au fur et à mesure avec une 3e, une 4e, une 5e galaxie. On voit des trous noirs qui se forment ici aussi, qui vont former des paires de trous noirs par moment. Donc ça nous donne le schéma général lié à l'évolution de nos galaxies. Pour peupler nos galaxies de trous noirs, on va utiliser des lois empiriques qui sont des relations qu'on a pu mesurer en observant des galaxies massives où on a un noyau actif, par exemple, où on sait qu'elles abritent un trou noir supermassif. Et donc, on a une relation entre la masse du trou noir et la masse du bulbe de la galaxie qu'on peut obtenir empiriquement, qui va nous servir à peser en gros les trous noirs et à les placer dans nos galaxies. Ensuite, on va rajouter de la friction dynamique pour faire en sorte que nos 2 trous noirs se retrouvent au centre de la galaxie fusionnée. Et puis, on va rajouter des interactions avec des étoiles ou avec d'autres trous noirs pour finir de rapprocher les corps pour qu'on soit dans l'état d'émettre des ondes gravitationnelles. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut regarder ce que ça produit. Donc, on retrouve notre spectre d'ondes gravitationnelles ici, la fréquence, l'amplitude ici. Chaque point bleu est un couple de trous noirs supermassifs qui tournent l'un autour de l'autre. La somme des émissions gravitationnelles de tous ces points bleus, ça nous fait la courbe verte ici, très très hachée. Hein. C'est une réalisation d'une population avec ces simulations, et qui produit en gros, quand on est à basse fréquence, en moyenne, la ligne grisée ici, qui correspond à une pente de l'ordre de moins 2/3. Ça, c'est le cas idéal où on a des orbites quasi circulaires de nos trous noirs. C'est juste pour avoir un repère ici. On voit que par rapport à ce fond moyen ici d'émission, eh bien, on peut avoir quelques cas de couples isolés qui peuvent être résolvables un par un
hein, comme une source unique non gravitationnelle, en fait, comme une harmonique ou une raie d'émission dans le spectre gravitationnel à une fréquence très particulière ici. Et donc, c'est un peu ces deux types de sources qu'on va vouloir mesurer. Un fond dit stochastique, la superposition de toute la population, voire quelques sources isolées. Donc, je vous ai remis en bas un exemple de formule d'estimation de ce fond d'émission, hein, qui est proportionnel au nombre de sources en fonction du redshift, donc de la distance, de la masse, de la fréquence, du nombre de paires qui existent formées dans l'univers. Alors voilà, maintenant, quand on compare aux observations, donc on retrouve mon spectre gravitationnel, encore une fois, les mesures sont en orange, et on voit chaque ligne grisée qui correspond à une réalisation de modèles de population, comme je montrais sur la diapo d'avant. Et en moyenne, on voit la moyenne de mes lignes grisées, c'est ces distributions vertes ici. Et on voit qu'on a un très bon accord, hein, dans notre spectre, dans la partie basse fréquence, entre les observations orange et le vert ici. Alors de temps en temps, ça se décale, mais on voit bien que comme on a un fond stochastique et qu'on a de temps en temps une source qui sort du fond, on peut très bien y avoir à une fréquence donnée une fluctuation, comme c'est représenté sur un des exemples ici, qui donne peut-être une source unique qui va ressortir du fond à cet endroit-là, une autre source unique qui va sortir du fond à cet endroit. Voilà, donc on va pouvoir comparer à nos modèles de population, et c'est ce qui est fait sur cette diapo suivante ici, où on compare maintenant les paramètres d'amplitude, hein, les paramètres qui décrivent vraiment ce spectre d'onde gravitationnelle, amplitude et indice spectral. En vert, c'est ce que prédisent les modèles. En orange, c'est ce qu'on mesure nous. Et vous voyez qu'il y a accord, mais il n'y a pas complètement accord. Ça veut dire que pour qu'il y ait accord, ça va contraindre beaucoup cette famille de modèles dans une petite portion qui est à ce niveau-là. Alors vous avez un autre exemple ici. Ça, c'est produit par nos collègues américains, où on a un ensemble de références. Donc tout ça, c'est des articles publiés sur des modèles de population de trous noirs supermassifs. Là, c'est la mesure, l'amplitude mesurée, et on voit comment se confronte cette mesure aux différents modèles. Et on voit que certains sont complètement éjectés, d'autres sont compatibles, et c'est maintenant ça qu'il faut essayer de comprendre. Et je vais arriver sur mes deux dernières diapos, où on va rentrer un peu dans la partie astrophysique. Donc, une formule horrible, mais je vous ai déjà montré en la détaillant un petit peu cette fois-ci. Ça, c'est ce qu'on attend du fond gravitationnel produit par une population de trous noirs. On a un terme ici qui dépend en gros du taux de fusion cosmique, le taux de fusion de mes galaxies, en fonction de la distance, le redshift, en fonction de la masse du trou noir principal, du plus gros trou noir, du rapport de masse entre ces deux trous noirs, et puis du temps. Donc ça, c'est un terme qui vraiment décrit l'arborescence de fusion au cours du temps. On a ici un terme qui décrit les processus à l'œuvre pour rapprocher les deux trous noirs l'un de l'autre une fois qu'ils ont formé une paire, donc plutôt des processus physiques. Et ici, c'est plutôt les distributions du signal gravitationnel. On a l'excentricité E qui est représentée ici. Si on a un signal excentrique, on va produire des harmoniques. Ce n'est pas juste une émission, on a une série d'harmoniques. Et ça, c'est la distribution de la puissance de ces harmoniques. Le terme en jaune ici, c'est celui qui va vraiment jouer essentiellement sur l'amplitude du signal. Hein, donc ma courbe, elle va monter ou descendre avec ce terme de population principale. Les deux autres, excentricité et interaction de la paire, ils vont jouer sur la forme, et notamment sur la forme à basse fréquence. Donc on a un modèle à 18 paramètres qu'on va pouvoir contraindre avec ça. Et voilà cette diapo un peu horrible, mais qui correspond à un premier résultat astrophysique. On a extrait 8 paramètres parmi les 18, ils sont représentés ici. Ce qu'on va suivre surtout, c'est la diagonale ici. Dans cette diagonale, on voit ce qu'on connaissait a priori du paramètre en vert et ce qu'a l'air de la tendance que nous donne la détection en noir ici, pour les différents paramètres. Donc vous voyez qu'ici, pour le temps de fusion, par exemple, des deux trous noirs, une fois que les deux galaxies ont fusionné, ont formé une grosse galaxie, le temps de fusion de mes deux trous noirs au cœur de cette nouvelle galaxie. On montre que c'est des temps courts, inférieurs au milliard d'années, par exemple. Forcément, on est collé à gauche de la distribution ici. On montre aussi que, alors là, on a deux paramètres qui décrivent les temps de fusion des galaxies en fonction de leur masse. Eh bien, on a tendance à avoir des temps plus courts pour les galaxies massives, par exemple. C'est ce que nous dit la statistique de nos mesures. Sur la fraction de paires formées, hein, combien il y a de paires de trous noirs formés dans cette évolution hiérarchique de l'univers, eh bien, on voit qu'on a une tendance à avoir plutôt beaucoup de paires formées. On est plutôt sur la droite de ma distribution ici. Ici, c'est le paramètre qui est le plus contraint, qui est la masse du trou noir par rapport à la galaxie, par rapport au bulbe central de la galaxie. Et on voit ici que ça pique à une valeur donnée.
et qui est plutôt une valeur massive, une valeur importante par rapport à ce qu'on imaginait jusqu'à présent. Et puis ensuite, on a des effets d'environnement ici qui ne sont pas très contraints. Mais en gros, voilà la conclusion qu'on peut tirer au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a une photo de fusion plus élevée qu'on croyait, des échelles de temps de fusion plus courtes, et un rapport de masse plus élevé entre le trou noir et le bulbe. Voilà, alors il y a aussi des résultats cosmologiques, je sais pas, que je n'ai pas le temps de détailler là, j'ai laissé déjà un peu dépasser le temps prévu. On pourra revenir éventuellement dans les questions. Pour en savoir plus, je vous invite à aller regarder nos publications, en particulier celles qui parlent d'interprétation astrophysique. Il y en a une pour l'Europe, et il y en a deux où on a séparé la partie univers primordial de la partie population de trous noirs pour les États-Unis. Et puis surtout, depuis qu'on a fait notre publication dans la nuit du 28 au 29 juin, eh bien, il y a eu 23 autres articles qui sont hors collaboration sur les interprétations qui sont sortis dans les derniers 10 jours. Donc le résultat était vraiment attendu. Et donc, il y a toute une littérature déjà sur le sujet. Voilà, donc pour aller plus loin, eh bien, il faut maintenant qu'on compile l'ensemble des données au niveau mondial. Et on espère qu'on sera plus sensible et on sera mieux capable de caractériser ce fameux bruit de fond. Et vous avez là une image de la bonne ambiance qu'il y a dans notre collaboration européenne lors de notre dernier atelier à Milan en mars 2023. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Gilles, pour toutes ces explications très riches. Rapidement, est-ce qu'il y a des personnes, je vois qu'il y a Miguel Montargès qui voulait poser les questions. Miguel, tu dois avoir ton micro activé maintenant. J'ai juste applaudi, j'ai pas levé la main, parce qu'on a dans la salle, on a juste tous un applaudi. applaudissement. Voilà. Alors, faut que je fasse le tri entre les applaudissements et les levées de main. J'ai une question de Thibault Lebert là sur le chat. Est-ce que les sources individuelles résolvables peuvent être identifiées? Alors, bah ça, c'est l'espoir dans les étapes d'après. Pour l'instant, on n'a pas une très bonne résolution sur le ciel. Bon, la résolution elle dépend de la distribution des pulsars dans l'espace. On a vu qu'on on a quelques points. En mettant l'ensemble des pulsars en commun entre les mesures des Américains, des Australiens, des Européens, des Chinois qui vont nous rejoindre pour cette étape-là, des Sud-Africains, on espère d'avoir une bonne couverture spatiale, notamment nord-sud, hein, puisque là, avec que les données européennes, il nous manque toute la calotte sud. On espère être beaucoup plus directif, effectivement, mais ça va rester des zones de ciel assez vastes, un peu comme ce que peut faire LIGO Virgo quand on va chercher des correspondances et des signaux multimessagers. Mais on peut espérer identifier, pourquoi pas, un amas de galaxies dans notre voisinage qui soit pile dans la bonne direction, avec l'espoir d'identifier peut-être au cœur la galaxie responsable d'un signal uniforme. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des remerciements, mais est-ce qu'il y a des questions? Je vois des mains levées. Oui, elles apparaissent. Anthony Verdeux. Anthony? Oui. Attendez, pardon. Je vous ai coupé le son. Ah, zut. Allô? Allez-y. Ouais, bon, Oui, super. Bonjour, merci pour le talk d'abord. Donc moi j'avais une question par rapport, donc vous parlez de la matrice de covariance des signaux où vous isolez trou noir à trou noir et puis on va regarder les termes croisés pour sortir le signal d'intérêt. Mais en fait dans ces termes croisés il va sûrement y avoir aussi le bruit lié à la modélisation du système solaire parce que lui il va être commun à tous les trous noirs justement. Exactement, Et donc, et aussi le bruit d'horloge, tout à fait. voilà. Et donc là du coup comment vous faites? Parce que... Eh bien, voilà, c'est une des grosses difficultés. Alors, déjà, le signal d'horloge, ça va être le signal lié aux éphémérides, ça va être une signature dipolaire spatialement. C'est-à-dire que dans notre signature qu'on voit, L'observatoire de Paris n'est pas ouvert au public. on pourrait couper les micros. Je disais que l'observatoire de Paris n'était pas ouvert au public. N'étant pas ERP, en fait, établissement recevant du public. On n'a pas encore l'agrément, en fait, d'ouverture. Nicolas, je crois qu'il y a encore ton micro ouvert là. Du coup, Non, c'est pas Nicolas. Hein. Ah non, c'est la Birecom. Meudon, vous me dites? Ah, alors, C'est bon?
Oui, ça a l'air. Donc, ce qu'on attend du signal lié aux éphémérides planétaires, c'est un signal, c'est une sinusoïde là-dedans. En fait, c'est un signal dipolaire. Donc, on espère pouvoir normalement le distinguer. On l'a testé. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a eu des études de fait. En fait, on a inclus un terme d'incertitude sur les éphémérides dans la modélisation. J'en ai pas parlé parce que ça devenait un peu complexe. Et on a vu en particulier que autour des valeurs, alors ce qu'on inclut, hein, c'est les masses et puis les paramètres orbitaux de position et de vitesse des principaux corps du système solaire. Et on a vu que d'une éphéméride à l'autre, on pouvait éventuellement créer un faux bruit de fond. Donc il y a eu une étude pour réduire de modélisation et de réduction de cette partie éphéméride. Tout à fait. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question du coup, au bout du compte. Mais... Si, ok, ben, merci. D'autres questions? Miguel, tu avais une question? Oui, en fait, c'est Frédéric Vincent. Merci beaucoup, Gilles. On est une demi-douzaine là au bâtiment 5 à t'écouter autour de l'ordinateur de Miguel. J'avais une question par rapport. Déjà, merci beaucoup pour le talk. C'est super impressionnant. Superbe résultat. Félicitations. C'est trop bien. J'avais une question sur les tests de relativité générale. Tu connais mes dadas. Et je me disais, donc là, toute l'analyse que tu présentes fait l'hypothèse de la relativité générale, je suppose. Est-ce qu'il y a des perspectives de tests intéressants de relativité générale, j'imagine évidemment dans un second temps, hein, une fois que vous aurez vraiment des détections complètement abouties. Est-ce qu'il y a des perspectives et comment elles se comparent, si jamais il y en a, avec d'autres types de tests? Je vais malheureusement pas être capable de te répondre là-dessus. La seule réponse que je peux te faire, c'est sur la définition de la corrélation angulaire, qui, elle, dépend de la théorie gravitationnelle de gravitation que tu utilises. Elle dépend aussi, évidemment, de l'isotropie ou de l'anisotropie du signal. Mais sur la partie pure test théorie de la gravitation, je ne sais pas très bien. Ok. Ben, merci beaucoup pour le talk. David Vachgabo. Oui, merci Gilles, c'est vraiment magnifique. Et comme tu dis, c'est une opération de longue patience parce qu'il a fallu des années et des années d'observation et de combinaison. J'ai deux questions. La première, c'est la stabilité des pulsars eux-mêmes. Est-ce que vous regardez, par exemple, les dérivées première, seconde, troisième des périodes? À quel point vous pouvez vous assurer de la stabilité à long terme de ces pulsars? Et la deuxième question est reliée au fait que l'interprétation, si je comprends bien que vous faites, suppose que le fond est isotrope. Mais si on regarde la distance moyenne de ces coalescences, il est peu probable que ce soit isotrope. Donc, à quel point une modélisation, Ouais. mettons un dipôle de plus, pourrait changer l'interprétation? Tout à fait. Alors, sur la première partie, au départ, on modélise essentiellement la période, la dérivée de la période. On ne va pas aller dans les termes euh, plus longs parce qu'ils sont de plus haut niveau, parce que en fait, ils vont être corrélés à l'ensemble des paramètres tels que les paramètres de position, les paramètres de parallaxe, de mouvement propre, tout ce qu'on va dériver ensuite. Donc, on se contente pour la rotation du pulsar lui-même de la période et la dérivée de la période. Ensuite, on a toute cette série de mesures de variation Doppler liées au mouvement du pulsar dans son environnement. Et par contre, pour la dérive à long terme, c'est un paramètre de bruit rouge qu'on calcule dans un second temps, ce fameux bruit de rotation, qu'on modélise en général avec une loi de puissance, mais qu'on pourrait éventuellement penser raffiner ça. On fait la même chose avec le bruit de dispersion. Par exemple, il y a des pulsars qui vont montrer des événements dispersifs, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une bulle de plasma qui va passer sur la ligne de visée ou quelque chose qui se passe dans la magnétosphère qui va perturber l'émission et même le profil. Et donc ça, c'est des événements qu'on va modéliser au cas par cas quand ça arrive. Voilà, donc ensuite, sur la deuxième partie, qui est la question de l'isotropie et de l'anisotropie, effectivement, c'est une question essentielle. On peut effectivement s'attendre, si le signal stochastique qu'on voit est dû plutôt aux paires relativement proches
qu'on ait une forte anisotropie, c'est-à-dire qu'on va avoir quelques sources qui vont dominer et qui vont perturber la mesure de la fameuse courbe de corrélation angulaire. Si une population qui est plus profonde, où il y a en gros, ça dépend en gros des temps, des échelles de temps de fusion des objets, hein, ça, on va avoir quelque chose qui va plus se rapprocher d'une distribution isotrope. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, effectivement, on peut avoir des sources qui vont dominer, 1, 2, 3 sources. Et ça, en fait, actuellement, on a encore débat. Hein. Là, on pense quand même que c'est le fond stochastique qu'on commence à détecter, mais ce ne serait pas impossible qu'on ait une source unique, très excentrée. Très excentrée, ça veut dire qu'elle va baver par ses harmoniques sur les quelques bins de fréquences adjacents et nous faire croire qu'on a en fait un bruit de fond étalé sur plusieurs fréquences. Donc cette question-là, on pense qu'elle va être réglée à l'étape d'après quand on va combiner l'ensemble des données, là. Et donc on va pouvoir vraiment s'assurer que ce n'est pas une source unique qui domine, ou 2, 3 sources uniques, mais qu'on a un bruit de fond. Un autre élément important de cette question isotropie-anisotropie, c'est que si on montre qu'on a une anisotropie, ça va disqualifier, en tout cas dans un premier temps, tous les modèles liés à l'univers primordial, qui sont des modèles vraiment de fonds stochastiques lointains, et qui eux produisent vraiment un fond isotrope. Donc ça, il y a effectivement l'étape à venir, là, cette question de l'anisotropie, elle est un peu fondamentale sur la nature du signal qu'on a mesuré là. Merci, encore bravo. Merci.